Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais réaborder avec vous la question du sujet, de la subjectivité, mais dans son rapport avec la politique, on pourrait dire avec l'actualité. Bon, je pense qu'il y a un lien très, très fort. Ça fait plusieurs décennies que je m'intéresse à ça, parce que je pratiquement tressé ma vie intellectuelle autour de cette question-là. Et j'en ai pas fini parce que c'est difficile, c'est pas un problème facile. Peut-être pour commencer tout de suite par, je dirais un peu l'essentiel, si on veut. On va dire, peut-être qu'en apparence, la subjectivité, ça serait quelque chose qui concernerait l'intériorité pure, le rapport de la personne avec le monde en général, avec des problèmes moraux, des problèmes ontologiques, des problèmes de philosophie, des problèmes fondamentaux. Et que donc, c'est sur ce plan-là, ce serait plutôt le rapport presque de la philosophie avec la politique qui serait en fait le vrai sujet. C'est pas pareil. Je pense que c'est pas tout à fait pareil. Bien sûr, tous les politiciens viennent vous parler de leurs problèmes personnels, leurs problèmes au sens de pourquoi ils font, à titre de personne, de la politique, etc., ce qui les engage moralement de tel côté, de tel autre, ce qui font qu'ils refusent de faire telle chose, etc., en mon âme et conscience, etc. C'est pas exactement ça dont je veux parler. Ce qui me semble, si vous voulez, important, essentiel même, c'est que ce que nous faisons ensemble, et ce qui concerne l'ensemble que nous constituons, et qui, à mon avis, relève justement de la police, la Panlaos, c'est-à-dire tout le peuple, c'est-à-dire en fait, c'est ça la politique, hein, c'est ça. Bon. Concerne la subjectivité dans ce qu'elle a de plus fondamental. La subjectivité, c'est quelque chose, c'est un état, comme on dirait la citadinité, ou la, je sais pas, vous voyez, c'est un état, hein, quand on dit ité, étas, c'est un état. Bon. Cet état dans lequel nous sommes, l'état de la subjectivité, l'état du fait que nous sommes des sujets, je dirais, a immédiatement un rapport avec la politique. Dans le terme même, sujet, assujetti, subjectif, c'est tout de même pareil. Assujetti, c'est les sujets de Sa Majesté. Voilà. Si nous ne voulons pas être les sujets de Sa Majesté, nous sommes les sujets de quoi? Du collectif. Le collectif remplace Sa Majesté. Mais c'est pas très éloigné tout de même. Il y a un petit détail, d'accord, pas important historiquement, au moment où on fait la Révolution. Mais cela dit, on est assujetti. À quoi? Au fait d'être ensemble, à l'être ensemble, si vous voulez. Donc c'est immédiatement politique. Immédiatement politique. Alors vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe. Bon, comment rapporter ça au fait de la politique actuelle, de l'actualité, de ce qui se passe au jour le jour, de ce qui nous concerne, des élections, vous voyez, de tout ce qui, au fond, on dit être de la politique dans un sens, au fond, banal, enfin, du terme, quoi. Eh bien, il semble y avoir un décalage parce que si nous nous sentons, enfin si nous sommes plus exactement, assujettis au collectif, je dirais d'une façon abstraite, d'une façon générale, ceci à toutes les époques, au point même que tout ce que nous avons dit de personnel est en fait très largement tramé par le collectif. Nos noms, nos prénoms, issus du calendrier, les noms issus de toute une tradition, etc. Les états civils, comme on dit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on ramène justement l'individu dans certaines caractéristiques bien déterminées socialement, hein, à, par exemple, un registre public qui dépend, lui, précisément d'une politique, par exemple, du livret de famille. Qu'est-ce que vous allez mettre, père et mère, ou est-ce que vous allez mettre parent numéro 1, parent numéro 2, par exemple. Voilà, vous voyez, on est tout de suite dans le vif du sujet, si j'ose dire. Dans le vif et dans la mort du sujet, puisqu'il s'agit de transmission aussi. Donc on est tout de suite, vous voyez. Et en même temps,
on voit bien qu'en même temps, il s'agit de quelque chose d'un peu distant, au sens où, étant donné la généralité du problème, toutes les sociétés ont besoin de désigner les individus, qui ont besoin de se désigner eux-mêmes par rapport au collectif, etc. Bon. Ça serait différent de la politique au sens de ce qui nous arrive tous les jours, où nous avons des décisions à prendre, à faire prendre des décisions par d'autres qui nous gouvernent, à nommer des gouvernants, les élire, nous en débarrasser éventuellement. Vous voyez, bon, on a l'impression qu'on parle de deux choses différentes. Euh, oui, bien sûr, on parle de deux choses différentes. En même temps, non, parce que la façon dont nous sommes d'une certaine façon interpellés comme sujet, comme disait Althusser, le malheureux Althusser, mais comme sujet de la politique, c'est-à-dire comme sujet politique, comme sujet souverain, c'est-à-dire comme gens qui non seulement votent, mais qui collectivement, et puis ensuite individuellement, participent finalement à la vie civile, aux orientations d'un pays, au choix, on fait la guerre, on fait la paix, on fait l'économie comme ci, comme ça, on est plus ou moins libéraux, on est socialistes, c'est ça. Bon. Le rapport entre les deux est à mon avis beaucoup plus important qu'on croit. Mais nous ne pouvons pas faire comme si la subjectivité ne posait pas de problème à la politique, et comme si la politique ne posait pas de problème à la subjectivité. Je veux dire, comme si c'était deux plans tellement différents, l'un qui concerne une espèce d'éternité de l'humain dès qu'il parle, il est assujetti à la parole, c'est notre condition humaine, on ne va pas en changer du jour au lendemain, on n'est pas encore des robots, il faut espérer, on n'est plus des animaux tout à fait, enfin on est des animaux mais qui parlent. Bon, tout ça c'est la condition humaine, cette condition humaine, condition culturelle qui dure. Vous voyez, bon, apparemment ça serait très distant de la question de et maintenant qu'est-ce qu'on fait là, je dirais, vous savez, d'où où vais-je, qui fait la vaisselle, vous savez, philosophe américain qui avait cette question intéressante. Là, c'est pas qui fait la vaisselle, c'est plutôt peut-être qui l'a fait faire, premièrement. Et pour certains, au moins, ça va être cette question-là. Et puis d'autres, et puis d'autre part, ça va être plutôt la question, qui paye des impôts, comment, voilà, est-ce qu'on autorise ça, ceci, comment on organise l'école, l'hôpital, voilà, comment est-ce qu'on produit, comment est-ce que voilà, on travaille, quel est le code du travail, voilà, toutes ces questions, vous savez bien, qui sont sur la table en général des gens qui se disent politiciens, ou des gens qui font de la politique, ou des gens qui demandent aux politiciens de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent à tel ou tel moment. Eh bien, je crois qu'il y a une relation, encore une fois, très forte entre les deux questions. Pourquoi? Parce que, on peut le prendre par un fil, si vous voulez, après on peut voir comment ça se trame dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas seulement un seul lien, il y a beaucoup de liens, d'intrications. Il y a, si vous voulez, une façon de prendre la chose, peut-être pour tenter de mieux la comprendre. C'est la façon dont nous sommes justement impliqués très fortement dans la vie politique, la vie civile. Ça peut être aussi la vie religieuse, dans certains pays où ça passe par là, dans d'autres où ça passe par d'autres biais peut-être plus culturels. Bon. Nous sommes intéressés à la vie sociale, à la vie culturelle, à la vie des autres. Nous sommes intéressés par les conséquences de nos liens, de nos relations, de nos amours, de nos haines. Nous voyons bien qu'il y a là quelque chose de fort. Cette force, elle n'est, à mon avis, jamais indépendante du processus de subjectivation, d'assujettissement, si vous voulez, qui se refait à chaque génération, qui se refait concernant chaque individu dans son rapport au tout. Ce que je veux dire, c'est que le rapport à la totalité, au collectif, n'est jamais sans problème. C'est quelque chose qui est difficile. Vous savez, Freud avait écrit un livre il s'appelle Malaise dans la civilisation. Moi, je crois qu'il n'allait pas, enfin, il a tout à fait raison de faire ça, mais il n'allait pas suffisamment loin parce que c'est pas malaise dans la civilisation, c'est malaise de la civilisation. La civilisation, elle est malaisée et elle nous rend, elle nous pose problème dans notre subjectivité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, on pourrait dire que la question de la subjectivité est reposée à chaque génération, comme avait
bien montré Hannah Arendt, elle est reposée à chaque individu, elle est reposée dans chaque rapport social, elle est reposée comme un problème. Parce que c'est un problème. Vous voyez, c'est un problème. Alors, où est le problème? Ben, vous savez, au fond, il est très simple, c'est toujours le même dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Si on le réduit si vous voulez, à son essence, c'est toujours le même. Et en même temps, il ne se pose que toujours de façon pratique dans l'actualité sur des questions concrètes qui ne sont pas celles qu'avaient rencontrées nos ancêtres, ni celles que rencontrent nos voisins éventuellement. C'est toujours concret, si vous voulez. Et en même temps, c'est toujours le même problème qui est reposé. Et c'est cette difficulté à voir comment on a à la fois une question universelle et une question très particulière. Quelle est cette question? Ben, vous savez, c'est simple. Ça entraîne plein de complications, mais c'est simple au départ. Au départ, c'est que nous vivons, en tant que sujet, dans un paradoxe. Nous sommes des animaux paradoxaux. Quels sont les termes du paradoxe? Ben, c'est très simple. C'est que nous sommes à la fois collectifs et individuels. On pourrait le dire comme ça. C'est très simple. Nous sommes à la fois collectifs et individuels. C'est-à-dire que le collectif humain, celui qui passe par la parole, ne peut exister qu'en s'appuyant sur l'interpellation de chaque individu comme des participants, on pourrait dire, libres fondamentalement, même s'ils le sont, libres fondamentalement, au sens où si leur liberté de sujet n'est pas réelle, leur adhésion au collectif n'est pas valide. Et vous avez beau vous dire, on a beau dire, un peu comme John Rawls par exemple, à propos des sociétés, qu'au fond on n'a pas choisi de naître dans tel collectif, bien sûr qu'on n'a pas choisi, on n'a même pas choisi sa maman, on n'a pas non plus choisi, vous voyez, de naître à tel moment, et on n'a surtout pas choisi de mourir à tel autre, mais enfin, entre les deux, souvent on ne choisit pas non plus vraiment, et on choisit certaines choses, mais enfin, les choix sont tout de même relativement limités, ils sont toujours limités les choix. Après on peut se donner plein de bonnes raisons, plein de mauvaises raisons, mais bon, il reste que, si vous voulez, la liberté limitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si vous voulez, ça veut dire que nous sommes face à un autre problème, parce que si nous ne sommes pas libres, ce qui est effectivement le cas en fait, bon, eh bien notre adhésion, c'est-à-dire notre participation au collectif n'est pas valide. Et s'il n'est pas valide, le collectif s'effondre. Un collectif qui serait justement, je ne sais pas quoi, l'équivalent d'une fourmilière ou d'un morceau de pierre ou d'un agrégat quelconque, vous voyez, ça ne peut pas fonctionner chez les humains. Les humains sont participants. Autrement dit, ils n'ont même pas choisi de choisir. Ils n'ont même pas choisi d'être libres. C'est-à-dire que la liberté est obligatoire. Voilà, la liberté est obligatoire. Alors vous allez me dire que vous jouez avec les mots. Mais non, je ne joue pas avec les mots. Quand je nais comme bébé et que ma mère me prend dans ses bras mais me parle, j'ai tout intérêt à commencer à réagir à cette parole et à chercher ce qu'elle veut, cette mère, et comment est-ce que, etc. Et en fait, je suis interpellé par ma mère, de la façon en apparence la plus naturelle possible, et à travers des gestes qui sont les gestes plutôt d'un gentil primate. Bon. Mais néanmoins, c'est un primate parlant, c'est-à-dire que la mère s'adresse à moi ou au petit. Je vais refiler le bébé, si j'ose dire, de la métaphore à un autre personnage. Je vais me transformer moi-même soit en maman, soit en vieux, ce que je suis, voilà, et je vais dire, toi mon petit, eh bien, tu dois parler, rien à faire. Et tu ne dois pas être seulement un infans. Infans, c'est celui qui ne parle pas. L'enfant, le mot enfant veut dire infans, c'est-à-dire non fare, celui qui ne parle pas. Mais il veut bien se mettre à parler. On attend de lui qu'il parle. D'ailleurs, si on appelle un enfant qui ne parle pas, c'est bien parce qu'on attend de lui qu'il soit déterminé par la parole. C'est-à-dire que c'est la parole à laquelle il doit advenir. Or, quand vous prenez la parole, vous ne pouvez pas ne pas la prendre en dehors de la liberté. C'est-à-dire que vous la prenez dans une position de liberté. Par exemple, vous allez pouvoir dire oui ou non. Alors les enfants, ils raffolent du non, par exemple, au départ. Bien sûr, puisque c'est la marque qu'ils ont véritablement compris ce que c'était que la parole, à savoir commencer à dire non, à refuser. Ça commence généralement par là, avant le oui, hein, vous savez. Bon. Et pourquoi? Parce que c'est fondamental. Si vous n'avez pas cette liberté qui vous est imputée, eh bien, vous n'êtes tout simplement pas en position de participer au collectif. Donc le collectif n'existe pas. Si le collectif n'existe pas, l'humanité en tant que telle n'existe pas.
C'est juste une collection, je ne sais même pas, c'est des individus, ça, qui errent, etc. Bon, les primates qui nous ont précédés pouvaient faire des petites sociétés, toutes petites, sans la parole. Mais les humains, ce qui les caractérise, justement par la parole, cette trouvaille, c'est de pouvoir augmenter le collectif, on peut dire toujours plus. Un collectif qui grandit de plus en plus jusqu'à aujourd'hui devenir l'humanité entière, qui est le collectif par excellence. Alors vous voyez bien, nous sommes concernés par la subjectivité. Et c'est pas parce que nous allons avoir à traiter des problèmes concrets, très particuliers, la hausse des prix à ce moment-là, la répartition de la carte scolaire, enfin bon, voilà, etc. Bon, voilà, le taux de la TVA, etc. Bon. C'est pas parce que nous allons être pris par des séries de problèmes concrets que ça va faire disparaître le problème fondamental du rapport de l'individu au collectif, et du rapport du collectif à l'individu. La façon dont ils sont à la fois liés et en contradiction. Parce que si vous tirez les choses trop du côté du collectif, vous écrasez la liberté de l'individu, et donc il faut un certain temps pour que le collectif se rende compte qu'il est en train de se tuer lui-même en détruisant la liberté de l'individu. Et donc c'est une espèce de balancement comme ça va repartir dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, si vous allez trop loin vers l'individu qui se voudrait à la fois alpha et l'oméga du collectif, sans voir qu'en réalité cette position de liberté lui est donnée par le collectif. S'il n'y avait pas le collectif, il ne serait pas libre. Et là, alors on va dans une espèce également de dissociation, à la fois du collectif et du sujet lui-même, puisque le sujet se dissocie, se dilue, s'il n'a pas un certain rapport. Donc cette notion de sujet comme assujetti, c'est-à-dire comme subissant, si vous voulez, le joug subissant, vous voyez, la loi, la règle, la force, la puissance, tout ce que vous voulez, vous voyez, du collectif, on passe à côté du problème. Vous voyez. Et l'inverse est aussi vrai, bien sûr. Mais il est étonnant que, si vous voulez, au fond, la notion du sujet comme étant plutôt, non pas le sujet de laboratoire, comme le disent les psys, mais plutôt le sujet psychanalytique, c'est-à-dire celui qui énonce et décide d'énoncer, s'avance pour parler, pour ne pas parler, donc le sujet de la liberté, qui est un sujet psychanalytique relativement... Vous savez que la notion de sujet, de ce point de vue-là, est complètement liée à la psychanalyse. Il a déjà un peu existé au plan juridique, pour s'opposer à la notion d'objet, le sujet s'opposant à la notion d'objet, y compris c'était déjà, je crois, présent dans la littérature juridique romaine, enfin bon. Mais, néanmoins, cette notion d'un sujet comme étant, non pas le sujet du roi ou le sujet du collectif, mais le sujet souverain, c'est ce qui est un paradoxe dans les termes. Souverain, c'est celui qui est au-dessus, sujet, c'est celui qui subit. Alors le sujet souverain dans la politique, par exemple, le sujet de la politique française qui serait un citoyen libre de décider en tant que collectif de peuple où irait son pays qui s'appelle la France, dans quelle direction il peut aller, etc. Ça, il déclarait la guerre au besoin, vous voyez, ça fait partie bon, et ben, c'est quelque chose qui est paradoxal. Voilà. Donc, si vous voulez, je dirais que le paradoxe s'applique à chaque décision, à chaque orientation, à chaque moment où nous avons des choses à faire ensemble, nous nous heurtons à cette question-là, qui n'est pas simplement une question d'équilibre. Vous voyez bien, ce n'est pas seulement une question de mesurer quelle est la part qui va au sujet, quelle est la part qui va au collectif, parce que c'est dans la trame même de la logique que nous utilisons, c'est dans notre forme de pensée, lorsque nous pensons, vous voyez, que se réalise, non, ça peut se réaliser sous forme de l'imaginaire, de l'image d'un équilibre. On va se représenter ça comme une balance avec la justice, vous savez, ou une gauche et une droite, etc. On remarquerait d'ailleurs que si on exprime cela sur le plan politique, l'équilibre n'est pas un idéal. Un équilibre entre gauche et droite signifierait qu'en fait on ne peut pas faire de politique, puisqu'il faut tout de même qu'il y ait une décision qui soit prise soit à gauche, soit à droite. Alors, en général, ce qu'on fait, on préfère l'alternance, donc on utilise sans vouloir le penser, on ne veut pas le penser, qu'on fait de la politique comme on marche. Un pied à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite, et puis au fond c'est ça qui fait la marche. Et le en marche, en fait, ça voudrait dire qu'on utilise un pied à gauche et un pied à droite. C'est assez amusant d'ailleurs comme métaphore, probablement en partie inconsciente, bien qu'il y ait certainement des publicistes qui aient dû bien voir où ça menait. Et si vous voulez, voilà, alors,
quel est le problème au fond? Vous allez me dire, bon bah d'accord, c'est pas l'équilibre, mais qu'est-ce que c'est je ne sais pas, on va finir trouver une espèce au moins de modération, au moins de sens de la mesure, pas au sens de la mesure rigoureuse, formelle, mais au sens d'un justement, d'une juste proportion. Vous savez, c'était un peu l'obsession des Grecs qui ont aussi inventé la démocratie. Donc, oui, il y a un problème, c'est pas facile de le résoudre, et on le résout souvent par des images qui correspondent à des réalités plus ou moins justement utopiques, enfin, ou plus, oui, ça correspond plutôt jamais exactement à la réalité, mais ça peut rendre compte suffisamment pour qu'on ne s'entretue pas, qu'on arrive à peu près à fabriquer des systèmes à la fois économiques, sociologiques, juridiques, etc., qui font que, eh ben, grosso modo, comme on dit, on vit. Voilà, on vit à 65 ou 66 millions tout de même millions d'habitants en France, donc quelque chose qui n'est pas, c'est pas rien, si vous voulez. Bon. Et je ne parle pas de l'extension de systèmes comme ça politiques qui, au niveau mondial, représentent des 7 ou 8 milliards déjà d'habitants. Il y a toujours des guerres, mais bon, il y a aussi des périodes où il y en a moins ou pratiquement pas, même si, évidemment, la vie n'est pas toujours drôle pour beaucoup de gens. Bon. Je mets de côté cette discussion, si vous voulez, mais quoique, la discussion, enfin, je dirais, l'une des principales formes par lesquelles le malaise de la civilisation et pas son association revient, si vous voulez, sur le devant de la scène, en transportant avec elle justement la question fondamentale, la question cruciale de la subjectivité, de cet équilibre, c'est ce qu'on a appelé l'injustice sociale. C'est-à-dire, les citoyens, certains deviennent esclaves, donc ils sont obligés de racheter leur liberté, donc ils ne peuvent plus voter, puisqu'ils ne peuvent plus, je dirais, remplir leurs devoirs de citoyens, puisqu'ils sont devenus des esclaves. Et alors, c'était le problème qu'avait rencontré Solon, le grand législateur grec, puis Clisthène, puis vous avez encore, comme ça, les législateurs également sociaux, entre guillemets, dans Rome, à un certain moment donné, on peut prendre pratiquement tous les pays à plusieurs époques, ils ont rencontré ce problème d'un déséquilibre tellement flagrant qui se matérialise sur le plan social, avec une sorte d'effondrement d'une part de la population, et au contraire une surgescence d'une part peut-être très petite, mais très élevée de la population, élevée au sens de la richesse, au sens de la reconnaissance mutuelle, au sens éventuellement du talent, c'est-à-dire un talent autorisé seulement pour certains et pas pour d'autres, qu'évidemment se pose la question du rééquilibrage. Alors ça peut être ultra-violent, en forme de révolutionnaire, ça peut être plus ou moins doux, progressif, etc. Ça peut être raté, ça peut recommencer, mais en tout cas, la forme sociale, si vous voulez, du déséquilibre, on va dire entre l'individu et le collectif, passe beaucoup par le déséquilibre entre des catégories sociales. Bon, le phénomène des classes, que Marx a relevé après d'autres, hein, bien sûr, donc surtout dans des sociétés segmentaires qui sont énormes, qui sont vastes, et évidemment, il ne peut pas y avoir de rapport direct, et les rapports interpersonnels ne peuvent pas suffire à régler les choses. On ne peut pas juste, je ne sais pas, faire la cheville de la table ronde, fabriquer une table ronde, découper ça en parts égales et mettre chaque chevalier autour de la table ronde, y compris le roi, qui n'est qu'un chevalier parmi d'autres, etc., avec des droits et devoirs équivalents, dans une espèce d'hommage commun qu'on se donne, où chacun se lie aux autres par un serment personnel qui le lie. Chose qui a été réelle, très largement, comme imaginaire, mais aussi comme réalité, qui a été très, très largement réelle, donc, à ce qu'on appelle le Moyen-Âge, c'est-à-dire tout de même 1000 ans d'histoire européenne. Bon. Voilà. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut plus marcher, on sait bien, ça ne peut plus marcher. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a toujours la présence de la question fondamentale, je dirais du scandale, mais en tout cas du paradoxe de l'implication du sujet, toujours. Et c'est même ça celle qui anime tout le temps les choses. Alors vous allez me dire, bon, puisque c'est tout le temps, mais que ça se matérialise sous des formes concrètes qui sont différentes à chaque fois, même si elles se reproduisent, à quoi bon parler de cet arrière-plan fondamental, puisque de toute façon, je veux dire qu'il ne pourra être réglé que par des formes métaphoriques, des formes
donc de langage, des formes de discours, des formes d'institutions, des formes de symboles politiques, économiques, sociaux, des formes d'institutions, des formes, je dirais, presque de bâtiments, vous voyez, comment dire, voilà, de monuments, de symboles géographiques, physiques, etc., de territoires, etc. Puisque de toute façon, ça va se poser de cette façon-là. À quoi bon parler de l'arrière-plan subjectif théorique? Je ne peux pas vraiment justifier, si vous voulez, cela. Ce que je me dis, c'est que dans certaines périodes, et notamment la période que nous vivons, vous allez me dire quel hasard, c'était extraordinaire, mais oui, justement, c'est ça. Vous allez voir en quoi c'est extraordinaire, réellement extraordinaire. Eh bien, ce sont des périodes dans lesquelles, effectivement, cet arrière-plan va à venir au premier plan. C'est-à-dire que la question fondamentale n'est plus seulement la question, si vous voulez, de déséquilibre entre, je sais pas quoi, les hommes et les femmes, ou entre surtout les riches et les pauvres, par exemple, classiquement, entre les classes laborieuses et les classes qui ne font rien, enfin, qui se consacrent à l'osium, voilà, au loisir érudit, mais qui est autorisé justement par le fait qu'on a beaucoup d'argent, par exemple. Bon. Ça, c'est les formes classiques qui reviennent. Mais derrière ça, il y a une forme, je crois, qui est là, qui est, si vous voulez, des périodes où le collectif et l'individu rentrent brutalement en contradiction. Ils rentrent d'une façon sauvage et d'une façon, vous voyez, qui, d'une certaine façon, rend fou. Rend fou à la fois l'individu et le collectif. Et je crois que nous vivons une période qui se rapproche d'une telle situation et d'un tel risque, un risque de folie. Ou comme aurait dit Lacan, nous sommes foutus. Foutus, évidemment, il n'arrêtait pas de faire des jeux de mots, ce brave homme qui était tout de même quelqu'un d'assez extraordinaire. Je crois que dans foutu, il faut entendre deux choses. Il faut entendre fou et tu. Tu au sens de on ne peut plus parler, nous sommes tu, c'est-à-dire que voilà, taisez-vous, enfin voilà, nous n'avons plus, la parole nous est enlevée. Voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que nous en sommes fous. Donc une espèce de chose qui, par le fait de l'atteinte de la parole, atteint aussi, je dirais, pas seulement la raison, le raisonnable, pas seulement, vous voyez, mais la capacité en quelque sorte de parler qui va effectivement. Enfin, oui, je veux dire, c'est sous les deux aspects, c'est-à-dire que dans le fait que la parole n'est plus possible, il y a une folie qui est consubstantielle de cette absence de parole, puisque sans la parole, nous sommes effectivement fous. Mais en même temps, il y a le côté matériel du fait que la parole n'existant pas, voilà, elle manque. En fait, il faut la produire d'une certaine façon, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où, plus ou moins courtes, ça peut être très bref probablement, comme des éclairs, comme un phénomène orageux, une tempête, voilà, soit beaucoup plus long, soit beaucoup plus chronique, vous voyez, où ces deux aspects viennent en correspondance l'un avec l'autre. Alors, ça m'amène, si vous voulez, à parler donc de un phénomène essentiel de la subjectivité qui est la parole. Quand je dis la parole, je dis bien le langage, je ne dis pas le langage, je dis bien la parole. La parole, c'est ce que nous faisons. Hein, le langage, c'est ce que nous utilisons pour faire ceci, qui est la parole. La parole, c'est un engagement du sujet. C'est-à-dire que nous sommes assujettis à cette position de liberté qui est que nous nous engageons, alors que nous pourrions ne pas le faire, dans la parole. Il y a d'ailleurs ce sens du mot parole qui est donner sa parole. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que c'est donner sa parole, c'est déjà dans le sens de. C'est déjà inscrit dans la parole, c'est un peu ce qu'a redécouvert John Austin, qui a été le plus grand, je dirais, théoricien, philosophe de la parole, justement, et donc par conséquent, à mon avis, du langage du XXe siècle. C'était quelqu'un qui avait travaillé d'ailleurs pour travailler justement, qui travaillait justement sur, vous savez, les communiqués en langue secrète, en langue cachée, en langue cryptée, qui étaient adressés par les autorités de Londres aux résistants en France, par exemple. Donc, qui ont d'ailleurs donné une médaille de la résistance à ce monsieur qui travaillait dans une grande université anglaise
et qui a posé des questions naïves qui sont des questions passionnantes. Je ne reviendrai pas, bon, Monsieur Austin est un personnage excessivement important pour moi, mais bon, je ne peux pas faire un cours de philo sur Austin aujourd'hui. Mais d'autant que lui-même, d'ailleurs, a limité en son expression, en quelque sorte, philosophique, explicite, à 8 ou 9 ou 10 conférences qu'il a prononcées de façon orale et qui ont ensuite été reprises par écrit, mais qui sont une série, en quelque sorte, vous voyez, comment dire, de processus de pensée en cours, qu'il est extrêmement difficile de réduire, bien qu'elle soit pas très longue, mais enfin, il est extrêmement difficile d'arriver, je dirais, à vraiment clôturer en quelque sorte. Vous voyez, il y a des émules d'Austin qui n'y ont pas réussi à mon avis. Je pourrais y revenir une autre fois parce que c'est absolument passionnant de rentrer dans le détail de ça. Mais là, ce sur quoi je veux m'arrêter, c'est que simplement, il a fait une théorie, à mon avis, où il a posé, si vous voulez, la question de ce que nous faisons quand nous parlons. Hein. Eh bien, justement parce que c'est un acte, il s'agit d'actes. Les speech acts, ce sont des actes de parole, pas des actes de langage, des actes de parole qui utilisent le langage. Là-dessus, moi ce que je crois, c'est que qu'est-ce que nous faisons quand nous parlons? C'est ça qui est important. C'est important, alors d'abord peut-être dire pourquoi c'est important. Eh bien c'est important parce que nous fabriquons notre monde à travers les paroles. Et que, en parlant, nous allons créer la bulle de sens qui va ensuite, évidemment, régir tous nos engagements ou nos retraits, toutes nos façons d'être, y compris dans la politique au jour le jour. Et d'une certaine façon, la parole et le système, si vous voulez, le système de la parole, est celui qui concrétise d'une certaine façon notre présence au monde et donc et également dans lequel se trouve reflété ce paradoxe dont je parlais au départ. Et le paradoxe de la subjectivité est inscrit littéralement dans le phénomène de la parole. Le malaise de la civilisation, notre difficulté d'être en tant qu'être humain parlant, se situe, est intégré dans la parole. Alors, qu'est-ce que fait la parole? La parole, moi je crois que comme on dit, elle métaphorise. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Vous savez, c'est de façon très simple que une métaphore, c'est une image. Voilà. C'est-à-dire que nous proposons des images, mais ce sont des images verbales, parce que ce ne sont pas directement des images, comme par exemple l'image sur laquelle j'apparais en tant que physique. Vous voyez, il y a aussi une image auditive, en quelque sorte, qui vous parvient à travers le fait que vous entendez le français, mais que vous m'acceptez d'une certaine façon ou pas. Enfin, si vous n'éteignez pas tout de suite, vous m'acceptez comme locuteur, comme interlocuteur, même si vous n'allez pas me répondre tout de suite, même si peut-être vous ne me répondrez jamais, même si vos questions, vos réponses se situent sur d'autres plans, vous m'écoutez quelque temps, et rien que cette écoute fait de vous quelqu'un qui est un interlocuteur, vous voyez, répondant à mon interlocuteur. Nous sommes des interlocuteurs, que nous le voulions ou non, et c'est là que ça se passe, c'est-à-dire que c'est à la fois la voix, mais la voix articulée, et éventuellement des gestes, une présence, mais ce que je veux dire, c'est que, ici, au fond, ce sont deux images, d'ailleurs, le phénomène électronique, l'enregistrement informatique de mes propos et de mon image physique, montre bien qu'il s'agit d'images dans les deux cas. Dans un cas, vous avez cette image-là, dans l'autre, vous avez le son qui apparaît comme ça, de façon ondulatoire, et qui tente de reproduire je dirais, tous les sons que je produis. Alors, il y a plein de sons qui ne sont pas reproduits parce qu'ils ne sont pas reproductibles, mais ça suffit à faire passer la signification, le sens, et par conséquent, ça suffit à faire passer, en quelque sorte, mon emploi plus ou moins correct de votre point de vue, des règles, on va dire, de la langue française. Bon. De sorte que, si vous voulez, cet engagement dans la parole est un engagement dans un acte. Cet acte est, à mon avis, d'abord fondamentalement un acte de proposition, je dirais, de distinction entre quelque chose qui serait du côté du réel et quelque chose d'autre qui serait du côté de l'imaginaire. C'est ça que produit la parole. C'est pour ça qu'on dit que c'est une métaphore. Dans une métaphore, vous pourrez remarquer que vous avez toujours quelque chose qui serait plutôt du côté du réel et quelque chose qui serait plutôt du côté de l'imaginaire. C'est-à-dire que, on va dire ceci serait cela. Bon, alors on peut dire serait, on peut dire est aussi, on peut dire est. Faire une proposition, même formelle, mais vous avez toujours quelque chose qui serait pris pour
argent comptant, si j'ose dire, ça existe, mais ça pourrait se comparer à autre chose. Vous avez donc toujours cette comparaison. L'acte de parole est un acte de comparaison, c'est un acte métaphorique. Voilà. Et de ce point de vue-là, c'est un acte qui est complètement engagé dans la distinction, vous voyez, dans la séparation entre le réel et l'imaginaire. Voilà. C'est un acte qui sépare un réel d'un imaginaire. En séparant cet réel de l'imaginaire, il peut d'ailleurs très bien provoquer un renversement, à savoir que le réel va être pris comme l'imaginaire et l'imaginaire comme réel. Ça, c'est très possible. L'humain peut très bien faire ça. Il fait ça tout le temps. C'est pour ça que ça pose des tas de problèmes aux gens qui sont dans la perception ou dans le, vous savez, dans le cérébral, parce qu'ils sont incapables eux-mêmes, de leur point de vue, voyez, de savoir ce qui, pour le sujet, est réel ou imaginaire. Simplement, on voit que dans la métaphore, c'est-à-dire dans l'utilisation du langage, qui est justement, je dirais, l'outil et la machine symbolique qui va soutenir cet acte de parole, eh bien vous avez cette distinction. Alors, cette distinction, donc si vous voulez, qui permet de distinguer un réel d'un imaginaire, fait intervenir donc le moyen de cet acte, le moyen par lequel cet acte est reconnu comme acte réciproquement, puisqu'il s'agit d'un acte réciproque, puis tout le collectif humain est à chaque fois branché sur cette question-là, même si chacune de nos relations peuvent être tout à fait particulières, néanmoins, si même simplement deux personnes se rencontrent, mais qu'une est chinoise et que l'autre est française, par exemple, il va bien falloir à un moment donné, sur un radeau ou sur une île déserte, que l'un apprenne plus ou moins la langue de l'autre, ou qu'il se fabrique une langue entre les deux, parce que sinon ils ne se comprendront pas. Ils sauront plus ou moins qu'ils sont en train de se parler, ça c'est déjà ça c'est partie d'une universalité, mais après il faudra aller plus loin pour commencer à se comprendre. Donc si vous voulez, donc voilà, nous avons déjà au fond trois éléments, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Vous savez que Lacan en a beaucoup parlé, et c'est pas un hasard, parce que à ce moment-là, il y avait une rencontre massive avec l'anthropologie, une rencontre massive avec la linguistique, et qu'il fallait bien tout de même, je dirais, si on voulait faire de la psychanalyse sérieuse, pas trop non plus, mais tout de même, tenir compte, je dirais, de ce que pouvaient penser des gens qui se vivaient comme des scientifiques, des savants, voyez, des savants de l'humain, savants un peu particuliers, puisque dans les autres sciences, ce sont les seuls qui ont, en quelque sorte, à tenir compte de ce qu'ils sont en train de faire en tant que savants. Voilà. C'est ça un petit peu la particularité. Les autres aussi peuvent le faire, mais vous voyez, ils sont moins, en quelque sorte, centrés sur ce qui est justement en train de se produire lorsque nous agissons. Bon, voilà. Ils peuvent regarder l'imagerie cérébrale, mais l'imagerie cérébrale, même si elle décortique complètement ce qui se passe dans le cerveau en termes d'ondes, de lumière, de couleurs, tout ce que vous voulez, d'activité plus ici que là, etc., ne parviendront pas à rendre compte du fait essentiel qui est que la parole se passe entre plusieurs cerveaux, et parfois entre des myriades et des myriades de cerveaux, même si ce n'est pas tout à fait immédiatement dans l'interlocution. Donc c'est extrêmement important. De prendre cette position-là, qui est d'ailleurs une position souvent refusée par ce qu'on appelle les sciences dures, qui ne sont pas plus dures, qui sont même peut-être plus molles que les sciences dures, que les sciences molles, au sens, c'est une façon de mépriser. Alors qu'en réalité, ce que fait la science dite molle, soi-disant, c'est une science qui est en fait beaucoup plus complexe, parce qu'elle doit tenir compte, en même temps qu'on parle de l'objet, de ce qui se passe dans le sujet. Et dans le sujet, en tant que sujet, c'est-à-dire en tant que phénomène qui est largement symbolique, justement. C'est-à-dire qu'il n'est pas, si vous voulez, juste dans la matérialité. En même temps, ce que je dis ne doit pas être interprété comme un spiritualisme ou comme un... C'est trop facile, parce qu'en réalité, quand vous prenez le symbolique en tant que tel, c'est purement matériel. Je pense que les gens qui frôlent un peu la psychanalyse ou qui ont touché quelque chose dans la psychanalyse savent ce dont je parle. C'est pas quelque chose de tout à fait mystérieux, c'est pas du tout mystérieux, c'est très évident, au contraire, si vous voulez. C'est que l'intervention du symbolique pour justement séparer le réel de l'imaginaire, les mettre en comparaison, vous voyez, faire que plutôt il y ait l'un qui aille de l'autre et plutôt qu'il aille de l'autre côté, eh ben, c'est quelque chose de matériel. Le symbolique, c'est matériel. Alors c'est le son, la voix, le son est très très important, vous savez, en psychanalyse. C'est effectivement les images, mais c'est un mélange d'images et souvent d'images sonores, d'images visuelles, mais c'est aussi carrément des sensations perceptuelles, mais c'est surtout quelque chose de matériel au sens où ça s'impose d'une façon, on pourrait dire transgressive, si vous voulez, d'une façon transfixe, ça transfixe en quelque sorte, justement, dans cette dimension
euh, qui serait, celle, euh, comment est-ce qu'on peut dire, d'un réel au sens, d'un réel au sens de quelque chose, d'un ensemble magmatique ou extrêmement d'une complexité indescriptible et peut-être monstrueuse au sens de quelque chose qui est totalement indicible, vous voyez, dans des processus qui sont tellement multiformes, etc., qui est le réel, quelque chose, vous voyez, une espèce de monstrueux, un peu, quelque chose comme ça, eh bien, ça permet de trancher, de dire ça c'est réel, ça c'est imaginaire. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? Eh bien, c'est quelque chose de matériel. C'est la matérialité, par exemple du son, la matérialité de la forme de la lettre, quand on parle d'écriture, c'est la matérialité du site, c'est la matérialité du rite. Le rite, c'est par exemple une répétition, une organisation en forme. Si vous voulez, c'est quelque chose de plutôt temporel. Le site, c'est plutôt une matérialité spatiale, objective. Vous voyez, tout est objectif, mais je veux dire, c'est une matérialité plutôt spatiale. C'est là organisé déjà d'une certaine façon. Je ne sais pas, par exemple Stonehenge, bon, un site très ancien, mégalithique, etc. Mais enfin, c'est quand même organisé par rapport au soleil. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous avez des piliers, vous avez quelque chose de rond, et déjà ça partage ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors, et puis ceux qui passent à travers, et puis ceux qui regardent, et puis ceux à tel moment, à tel etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le réel a tout de suite. C'est pas du réel, ça, justement. Vous voyez, c'est du symbolique. C'est tout à fait différent, le réel et le symbolique. Vous voyez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces termes n'ont pas de sens en eux-mêmes. Ils ont un sens corrélativement les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'essayait de dire Lacan à travers son utilisation de l'image, justement, des nœuds borroméens. Il ne faut pas non plus trop insister là-dessus, si vous voulez. Mais il faut juste dire que ce sont des termes qui n'ont pas de valeur en eux-mêmes. On peut utiliser le mot réalité ou le mot vrai ou tout ce que vous voulez en dehors, mais si on veut comprendre ce qui se passe dans la subjectivité, vous devez les relier les uns aux autres. Parce que ce que nous faisons quand nous entrons en parole, justement, qu'est-ce que nous faisons? Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une proposition ou un propos? On ne va pas non plus isoler des propos trop formels ou plus flous. On ne va pas non plus dire là, la proposition est seulement du côté mathématique et le reste c'est bon pour les ploucs ou pour les poètes, mais en tout cas ça n'a rien à voir. Non, c'est complètement lié. Mais donc si vous voulez, qu'est-ce que fait celui qui parle? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire, voilà, ceci c'est comme ça et c'est différent de cela. D'ailleurs, je viens de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je n'arrête pas d'une certaine façon. Et vous, si vous me parlez, ça c'est du bon pain, ça c'est du mauvais, ça c'est du bon café. Le café, il faut le prendre à telle heure. Là, vous n'allez pas arrêter de distinguer, quitte après à classer ou à ne pas classer, ou vous arrêtez dans une expectative où vous voyez le monde est autour, bon, etc. Mais je veux dire, vous allez toujours. Et moi, je vais toujours faire pareil. Nous allons correspondre là-dessus et nous allons nous accorder, nous désaccorder en permanence sur le fait de savoir ce qui est ceci, ce qui est cela, ce qui va nous permettre d'ailleurs de créer un monde éventuellement précis, technique. Nous allons pouvoir ne pas nous tromper sur ce que nous nous disons même par téléphone à propos de tel objet que nous manipulons, mais on ne sait pas très bien quoi dire à propos, comment décrire, etc. Mais nous sommes dans un progrès constant de ce point de vue-là. Là, il y a une perfectibilité, sauf que ce n'est pas la perfectibilité de l'humain, comme croyait ce brave un peu fou, un peu paranoïaque Rousseau. Hein, c'est pas la perfectibilité qui détermine l'humain, mais la perfectibilité détermine effectivement beaucoup nos moyens symboliques. Les moyens symboliques se perfectionnent, sont perfectibles en permanence. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi l'entropie derrière. C'est-à-dire que d'un côté, ils se perfectionnent, de l'autre côté, ils perdent. C'est peut-être ça qu'on n'avait pas vu, justement, Rousseau, de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est une machine relative, une machine qui est souvent toujours en train de perdre, si vous voulez, ce qu'elle gagne. Donc c'est pas du tout évident qu'on puisse dire, voilà, il y a une illimitation, si vous voulez, du symbolique. Non, le symbolique est limité, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le symbolique est caractérisé par sa matérialité. Hein. Et les gens qui travaillent sur l'inconscient, ou qui rencontrent l'inconscient plutôt d'une façon plus, comme ça, plus forte, vous voyez, sont frappés par ça, c'est-à-dire le côté matériel, le côté de la présence de quelque chose qui est présent physiquement. C'est-à-dire si vous prononcez un mot, c'est le son du mot qui va finalement vous faire souvenir de choses, qui va vous, qui va vous entraîner dans une conscience différente, qui va vous faire, vous voyez, brusquement déchirer le discours que vous êtes en train de produire et dont vous croyez qu'il ne tient que par la logique interne du discours. Oui, mais il tient aussi par une autre logique, qui est la logique de l'opposition des phonèmes, de l'opposition, etc. Bon. Je ne vais pas continuer là-dessus parce que c'est extrêmement important parce que, si vous voulez, c'est tout ce qui arrive au moment où nous parlons. Hein. Ça peut être d'ailleurs, petite incidente par rapport, vous savez, ce que je disais tout à l'heure sur le côté de l'actualité, sur la politique actuelle.
moi j'ai vu des choses que j'ai trouvées choquantes, si vous voulez, mais qui étaient particulièrement significatives au cours de la campagne électorale, quand on voit des spécialistes de la publicité, etc., arriver en disant nous avons fait des sondages sur le côté émotif, et nous prédisons des résultats électoraux à partir de l'émotion que les candidats induisent chez vous. Voilà. Alors c'est une utilisation déplorable d'aspects psychanalytiques. On avait déjà vu ça d'ailleurs avec le beau-frère, ou je ne sais plus quel était le degré de parenté, un filleul de Freud, qui avait en fait utilisé justement la question de la sexualité, la question qu'il avait perçue chez Freud, pour l'utiliser dans la publicité qu'il faisait pour les cigarettes et pour faire fumer les femmes. Et il s'agit des suffragettes dans les années 20 ou 30 aux États-Unis, et il avait essayé comme ça, il manipulait, il avait compris comment on pouvait utiliser le freudisme et la psychanalyse pour pouvoir manipuler les gens dans la politique, ce qu'on peut trouver moralement déplorable. Mais en tout cas, c'est significatif. C'est significatif, il y a utilisation là de quelque chose qui est, après on ne cite pas ses sources, on ne dit pas que c'est Freud, on ne dit pas que c'est... Mais bien entendu, il s'agit de ça, si vous voulez. Hein, il s'agit de ça. Alors après, on peut voir comment est-ce que ça peut être complètement détourné, y compris la théorie psychanalytique. Je veux dire que c'est pas seulement la question de la manipulation, c'est aussi le fait que ce qu'on va prendre pour justement, je dirais, de la cause inconsciente, de la chose freudienne, si vous voulez, la chose matérielle freudienne, dans ce qui transfixe transfixe quelque chose qui va se séparer du fait de cette transfixion entre le réel et l'imaginaire, dans la parole, puisque la parole n'est que ça, et ben, voilà, je veux dire, il y a une déformation qui va être faite, une mauvaise interprétation de cette transfixion, de cette chose, de cette cause, de cette réalité du symbolique, en quelque sorte, oui, ce réel du symbolique, d'une certaine façon, car le symbolique évidemment fait partie du réel à sa façon, oui, enfin, voilà. Et bien, sur un autre plan, bien sûr, ce côté réel ce côté matériel, je dirais, matériel du symbolique, c'est quelque chose qui échappe dans sa nature propre, parce que sa nature, ça n'est que de servir de la transfixion qui va permettre justement la distinction entre réel et imaginaire. Alors vous allez me dire, tout ça c'est du bavardage, c'est des grands mots, c'est des trucs de théorie. Oui, sauf que ça a un effet immédiat. C'est un effet immédiat parce que, je dirais dans le réel, parce que si vous considérez que justement, à chaque fois, le sujet se pose la question de sa place dans la société, pose la question de la société par rapport à lui, etc., et que cette question va être constamment traversée, immergée même dans comment dire, la façon dont vous proposez l'acte de parole, la façon dont vous vous avancez vous-même comme sujet à tel moment donné, vous voyez, etc., dans la réalité sociale, etc., eh bien, vous ne pouvez pas échapper au problème, vous voyez. Et ce que je rajoute à ça, si vous voulez, je rajoute une couche, si vous voulez, c'est pas un millefeuille, j'en rajoute encore. Bon, qu'est-ce que je rajoute? Je rajoute que le fait que nous sommes dans une situation, la situation de la mondialité, qui est une situation qui pose un problème du point de vue de la relation, même de la parole, de l'homme à sa parole et à ce qu'il est en train de penser, et donc de sa raison, de sa folie. Pourquoi? Parce que la mondialité, vous le voyez bien, c'est une bulle. Et quand on parle des bulles qui vont exploser, c'est extraordinaire. On parle des bulles pour ce qui va exploser. Et, or, la mondialité, c'est une bulle, c'est une boule, une bulle. Voilà. Et donc c'est une image. Bon. Et le problème, c'est à quoi s'oppose cette image? Vous comprenez? La métaphore, c'est toujours, c'est-à-dire parler, faire une proposition, c'est toujours faire une proposition entre un imaginaire et un réel, via la transfixion par le symbolique. Là, nous sommes face à une grosse bulle, et on a peur. Alors, c'est la bulle qui va exploser, c'est la bulle qui va imploser, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'économie va s'effondrer, c'est la bulle, c'est la couche d'ozone qui investit, qui envahit la bulle ou qui régresse. Vous avez toutes sortes d'images comme ça, et ces images-là ne parviennent pas, d'une certaine façon, vous voyez, à se stabiliser en se séparant d'un réel, ou plutôt, vous voyez, ça devient quelque chose qu'on ne peut pas opposer à autre chose, parce que c'est une totalité. Vous voyez, là, je m'excuse, mais je prends un propos de totalité, je prends un petit peu de...
de café, non pas pour rester réveillé, parce que vous voyez bien que je suis relativement réveillé là, mais plutôt en fait parce que c'est aussi de l'eau dans le café. Je mets pas mal d'eau dans mon café. Voilà, ce qui permet aussi de répondre aux exigences de l'orateur. Ça me fait penser à... C'est le capitaine Haddock qui défaille, parce qu'il est en train de faire une émission sur les dangers de l'alcool. Et là, brusquement, il tombe d'inanition, je ne sais pas quoi. Enfin bon, je sais pas pourquoi, parce que j'ai relu Tintin récemment, et d'ailleurs je me demandais, mais ça sera pour une autre émission, pourquoi est-ce que Tintin garde son charme aujourd'hui, 60 ans après, quoi, les dessins de Hergé. Je referme ma parenthèse, mais ça a un certain rapport aussi parce que vous avez toujours de l'actualité dans Tintin. L'actualité, par exemple, le pétrole, la guerre du pétrole dans les années 50-60, les pays arabes, l'Inde, la Chine. Bon, enfin, c'est extraordinaire, il est tout le temps dans l'actualité. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que ça continue à interpeller, alors que vous avez une foultitude, finalement, de bandes dessinées qui vont se perdre dans l'oubli presque instantanément. Ils sont en train, je sais pas quoi, ils sont dans le monde imaginaire de la... doublement ou triplement imaginaire de la fantaisie avec les chevaliers, les dragons, bon, ou autre chose, mais si vous voulez, on voit bien que ça ne nous parle pas comme cette espèce de mélange assez étrange. Je ne vais pas faire un cours sur Tintin, ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on est effectivement dans un certain rapport à l'image, un rapport du sujet à l'image, un rapport de l'image au réel, un rapport de l'image au réel de l'actualité. Voilà. J'en reparlerai une autre fois parce que c'est très intéressant, notamment la BD et puis aujourd'hui les mangas, enfin c'est par rapport aux enfants, chose très intéressante qu'il faut absolument parler. Mais il faut penser à ce propos. Mais là, j'en reviens, si vous voulez, à mon objet central, qui est qu'est-ce qui nous entraîne, je dirais, dans on pourrait dire, un malaise plus profond que d'ordinaire sur le plan du sujet, dans l'actualité, et inversement, qu'est-ce qui entraîne un malaise dans l'actualité parce qu'il y a cette présence souterraine, mais en même temps qui est juste derrière la façade, qui peut parfaitement, vous voyez, passer au premier plan de la question de la subjectivité, c'est-à-dire d'une période où on est, comme dit Lacan, foutu. Pourquoi on est foutu? Parce que le réel nous rattrape. Alors qu'est-ce que c'est que ce réel qui nous rattrape? C'est un réel qui, justement, peut s'imaginariser d'une façon horrible, d'une façon, comment dire, vous voyez, en produisant un dégoût, en produisant de l'immonde. C'est un monde qui produit de l'immonde, un sentiment d'immondice, de dégoût, parce qu'on ne peut pas en parler. Pourquoi on ne peut pas en parler? Parce que c'est justement quelque chose qui est innommable, au sens où c'est une complétude. Vous ne pouvez pas le comparer. Oui. Or, c'est bien la situation actuelle. Mais quelle est l'époque où l'humanité a pu, de façon presque certaine, savoir qu'il vivait dans un monde unique, entièrement fermé. Alors évidemment, on va chercher à s'en aller, c'est une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est résiduel. Ça ne concerne que quelques individus avec des puissances qui mettent. Mais je veux dire, on sait bien que notre destin d'humanité, c'est la planète. Une planète unique, perdue dans des immensités, etc. etc. Et, bon. Ce phénomène-là, ça a été vécu sur un plan imaginaire très très secondaire. On ne savait pas où ça finissait, on croyait que c'était plat à un certain moment donné, puis que ça chutait après, on ne savait pas, etc. Puis on avait du mal à doubler le Cap Horn, on avait du mal à doubler vous voyez, les îles, telles îles africaines, parce qu'on se demandait si de l'autre côté il n'y allait pas avoir des grands monstres, etc. Bon. Bien sûr, il y avait toujours la peur de quelque chose d'extraordinaire, mais à ce moment-là, c'est relayé, si vous voulez. À ce moment-là, la métaphore se faisait de la façon suivante. Il y avait le monde humain, il y avait le monde sublunaire, on va dire, cette vallée de larmes, il y avait ce qu'il y avait en dessous, puis il y avait ce qu'il y avait au-dessus. Alors c'est au fond c'était la division classique, en quelque sorte, entre l'imaginaire et le réel, qui se faisait d'ailleurs par une dualisation de l'imaginaire du dessous, l'imaginaire du dessus, et puis il y avait ce que nous vivions, qui était en même temps à la fois ce sur quoi nous pouvions tabler pour produire du réel, mais en même temps c'était un réel qui était toujours tellement saisi dans des formes d'imaginaire différentes, vers le haut, vers le bas, je ne sais pas quoi, les plantes démoniaques, c'est les plantes plutôt divines, la salvia, la sauge, mais aussi je ne sais pas quoi, la mandragore, etc. Enfin, vous voyez, bon, tout le réel était dissocié lui-même complètement entre, je dirais, deux formes d'imaginaire.
Et ce qui restait, c'était pas grand-chose, au fond. Voilà. Alors, en tout cas, je ne vais pas revenir sur les formes anciennes imaginaires du cosmos, mais c'est aussi très intéressant. Mais je voulais simplement montrer que dans l'actualité, nous avons tous les jours, tous les jours, dès que nous ouvrons le poste, affaire à cet imaginaire de la planète, du machin complet, qui est mis en danger par la finance, mis en danger par l'écologisme, etc. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à nous représenter cette totalité autrement que sous l'angle de la grande peur, de la peur. La peur de l'an 1000, la peur, c'est une peur complètement irrationnelle. Je ne dis pas qu'il faut faire comme Trump et puis nier les dangers écologistes, hein, ou effacer les résultats de la COP21, ou ne pas chercher à utiliser des formes d'énergie, de transition énergétique. C'est loin de moi cette pensée, bien que je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais n'importe quoi, aussi bien en faisant attention à l'abandon de filières qui ont été utilisées jusque-là, et dans l'abandon pourrait s'avérer encore plus fatal. Bon, prudence, progression, changement aussi rationnel que possible, tout en sachant qu'il y a peut-être des choses qui sont impossibles. Enfin bref, là on est dans la politique. Mais il faut voir que cette politique-là, elle s'appuie immédiatement, sur non pas sur quelque chose qui serait, comment dirais-je, une appréciation, oui, raisonnable, on peut dire, mais raisonnable au sens pas rationnel, au sens qu'on peut raisonner, qu'on peut faire raisonner dans tous les sens du terme, vous voyez, par des opinions différentes, des contradictions, des choix qui vont être des choix mesurés au sens, vous voyez, de plus sage, on pourrait dire, oui, sage, choses comme ça. Et non, mais non, on est en quelque sorte soutenu, vous voyez, par une passion qui est une passion, d'une certaine façon, qui est une passion de la terreur, une passion de la peur, qui est une passion vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire si ça continue pas? On ne sait pas que ça continue, on sait que ça ne peut pas continuer, mais justement ce savoir est un savoir de peur. Moi j'avais fait un livre qui s'appelait La peur et le savoir, disons la découverte, ou la science et la technique face à leurs dangers, etc., dans les années 90. C'était ma thèse que je devais d'ailleurs passer à Sciences Po en 87. Mais si vous voulez, donc elle est parue 10 ans après en gros, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que je réfléchis justement si vous voulez, à ces problèmes, mais il y a effectivement un rapport entre la science et la peur. La science est là aussi tous les jours pour nous faire peur, tous les jours. Elle est en train de nous rassurer, mais elle nous fait peur d'abord. Vous voyez, elle corrige ses propres, vous voyez, les engagements dans la maîtrise du savoir qui se retournent contre. Voilà. On est engagé là-dedans. Alors vous allez me dire, les anciens ont toujours fait ça, on n'a pas plus peur que d'autres. Mais de quoi avons-nous peur? C'est ça la question. Et, moi je crois qu'on a effectivement une peur millénariste de fin du monde, c'est très clair, mais elle est liée à quelque chose. Elle est liée à le fait de ne pas pouvoir raisonner au sens. Qu'est-ce que c'est que la ratio? Vous savez, ratio, ce que ça veut dire, la raison. La ratio, ça veut dire aussi, surtout, la ration. C'est-à-dire qu'on découpe quelque chose. Vous voyez, on propose un découpage. Et moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en quelque sorte, on ne peut plus couper les problèmes. On ne peut plus dire, bon, ben ça, on met ça après, ça, on met ça avant. Tout vient en même temps, vous voyez. Oh là là, mais bon. Et vous voyez, c'est vraiment une espèce de plénitude qui est en même temps une plénitude de l'angoisse. Pourquoi? Écoutez, ça, moi je l'ai dit souvent, et je ne suis pas le seul. Les gens des médias, les gens du cinéma le savent très bien. C'est la peur de la Matrix. C'est-à-dire d'être enfermé dans une bulle dans laquelle on ne pourrait plus émerger. Et émerger. C'est très clair. On est là-dedans. Une espèce comme ça de terreur. Même maintenant, les milliardaires eux-mêmes ont peur du fait que l'algorithme va tout envahir et que la machine va nous dépasser, etc. Mais vous voyez, même les catégories, si vous voulez, qui en particulier sont au premier rang de la construction de ce monde, de cette mondialité, aujourd'hui ont peur. Les preppers ne se récoltent plus seulement parmi les gens du Ku Klux Klan ou les gens, vous savez, du fin fond d'Amérique qui disent, moi non, maintenant que ça va s'effondrer, on va se replier chez nous, parce qu'ils sont déjà repliés déjà. De toute façon, c'est tout rouillé et tout foutu. C'est déjà une vieille Amérique qui est en perdition, parce que cette production de l'idéologie, si vous voulez,
du capitalisme les a dépassés. C'est-à-dire que le capitalisme n'a plus besoin d'Amérique. Il est partout, il est nulle part. Il n'est pas seulement en Amérique. Alors, il y a encore quelques-uns, c'est pas fini ça, mais ça c'est dans l'imaginaire. Mais aujourd'hui, le prepper, celui qui prépare l'effondrement à la fin du monde et qui essaye de rendre vivables les anciens silos de fusées nucléaires, enfin inutilisés plus ou moins, ou je sais pas quoi, de sous-sol dans l'Arctique, etc. Ce sont les milliardaires. Ce sont les milliardaires qui sont principaux responsables de cette mondialité. C'est-à-dire qu'ils se font peur eux-mêmes. On se fait, vous voyez, ce sont eux qui ont le plus conscience de cette mondialité, ce sont eux qui ont le plus peur de ce qu'ils font eux-mêmes. C'est très étonnant. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, peut-être que vous voyez, je n'aborderai pas tous les problèmes, bien sûr, on ne peut pas parler pendant des heures et des heures, mais voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que quand on est dans cette situation-là, où on est tous concernés en quelque sorte par la même mondialité de nous-mêmes. Nous sommes à la fois la planète, la population, l'humanité, l'espèce. Nous sommes tout ça d'un coup, on mélange tout. On ne sait pas de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'espèce? Est-ce qu'on parle des gens? Est-ce qu'on parle du cosmos? Cette ambiguïté, elle existe depuis longtemps dans plusieurs langues. Quand on dit le monde, par exemple, chez nous, on veut dire, vous savez, tout le monde. Ou on pourrait dire le monde veut ci, le monde veut ça. Au Québec, on emploie, etc. C'est exactement la traduction de au cosmos en grec, qui veut dire à la fois le monde, l'univers, la parure de l'univers, c'est exactement, l'univers avec toutes les étoiles, etc. Et puis qui veut dire au cosmos, les gens. On a cette même ambiguïté. Mais c'est pourquoi? Parce que le sujet se détermine par rapport au plus grand collectif possible. C'est toujours comme ça. Par rapport à l'idéal, le plus grand collectif possible, nous serions tous là, les humains, etc. Oui. C'est ça qui se passe. Et en même temps, nous voyons bien, nous sommes toujours dans le paradoxe, qui est que cette totalité n'a pas de sens si nous n'en sommes pas, en quelque sorte, les véritables protagonistes, c'est-à-dire les sujets au sens de libre parleurs, de ceux qui s'avancent en personne. C'est ça. Bon. Et en fait, nous avons peur de disparaître en tant qu'individu, vous voyez, dans le numéro de sécu, dans le numéro de l'adresse Internet, c'est-à-dire de n'être plus que des points qui sont entièrement gérés par la machine informatique, par exemple, par les grands réseaux, et nous disparaissons en quelque sorte, vous voyez, dans notre réelle individualité, qui jusque-là était gérée, plutôt réglée, vous voyez, par le rapport à la parenté, le rapport à l'ascendance et à la descendance, le rapport à nos amis, à notre monde familier. De sorte que on voit apparaître, si vous voulez, un phénomène qui, d'ordinaire, se trouve plutôt tamisé, qui est justement que, si vous voulez, la distinction entre l'imaginaire et le réel se fait par une cassure du réel, plutôt une cassure du réel, vous voyez, dans lequel précisément le réel se polarise entre plutôt, par exemple, le monde familier, et puis plutôt le monde de la totalité globale, qui était jusque-là celle de la nation, celle du peuple, etc., qui s'opposait à un extérieur. Là, il n'y a plus d'extériorité. Mais s'il n'y a plus d'extériorité, il n'y a plus non plus d'intériorité. On ne sait plus où l'intérieur et l'extérieur. Et c'est ça qui est en train de se passer mentalement à travers la destinée, en quelque sorte, de la parole que nous occupons aujourd'hui. Donc, au point que nous occupons aujourd'hui, qui est un point un peu de finalisation. Et bon, de sorte que, on voit très très bien ce qu'on appelle le sociétal, c'est-à-dire en fait ce qui ne provient pas seulement du social, mais de la société en global, comme on dit la société, presque comme peut-être la société en un seul mot, comme disait Obama, la société ne peut plus supporter qu'il y ait des petits dictateurs, etc. C'est vraiment le monde pour lui. Oui. Bon, maintenant, Trump, c'est l'Amérique. Mais en fait, c'est pas vrai, ça marche pas, parce que c'est déjà mondialisé, donc ça marche pas non plus. D'ailleurs, en appliquant son programme, il se rend compte que c'est impossible, bien sûr, c'est évident. Aujourd'hui, cette société, pour les humains, c'est la société. Coller le monde, la société, l'humanité, etc., etc. Donc tout ça se coagule, va ensemble, on ne peut plus arriver à distinguer, vous voyez, et on ne peut plus arriver également à l'intériorité, c'est-à-dire que le monde familier, c'est-à-dire vous, vos enfants, vos parents, etc., vous avez l'impression que vous avez rétréci, vous devenez une espèce de minuscule petite entité absolument sans signification, vous voyez. Évidemment, c'est beaucoup plus vrai pour certaines portions de la population mondiale que pour d'autres. Il y a des sociétés entières, des cultures, pour les cas, c'est faux encore.
Mais ça rentre à ce moment-là dans d'autres contradictions, qui est que vous avez une opposition parfois brutale entre le monde de la famille, le monde de la tribu, et puis ce monde global qui s'impose. Et donc vous pouvez avoir des déchirures, des choses épouvantables qui apparaissent, parce que même, y compris une organisation plus vaste au niveau national, par exemple, avec des frontières nationales créées par les empires, à la fin du 19e, au début du 20e, rentre en contradiction brutale avec la structure du familier. Donc cette opposition entre familier et sociétal, si vous voulez, devient extrêmement dure. Voilà. Alors, elle devient extrêmement dure parce qu'elle est confuse. Vous n'arrivez pas à voir où ça commence, où ça finit. On dit, il faudrait que le sujet, peut-être dans certains pays, devienne un sujet plus individuel, plus structuré, plus en relation avec les principes globaux comme la démocratie, mais ça ne marche pas parce que, etc. On a plutôt une structure pyramidale qui rappelle le familier, etc. etc. Bref, toutes les questions de la religiosité qui sont tout de même posées également. Mais la religiosité n'étant qu'un mode d'apparence, si vous voulez, de quelque chose de beaucoup plus profond, qui concerne vraiment les structures du sujet, vous voyez, où chacun se définit comme étant fils de, etc. Voyez. Donc voilà, donc nous voyons bien que tout rentre en crise en même temps, aussi bien à l'extérieur que à l'intérieur, à partir du moment où justement il y a une bulle et une espèce de confusion. Vous voyez. Ah, ok, alors que faire on voit bien que c'est ce qui est la cause immédiate et générale de problèmes tout à fait concrets, mais qui se manifestent essentiellement par une peur diffuse, confuse, généralisée. Ou alors il y en a qui disent on va de l'avant, il y en a qui disent non, on résiste, etc. Mais on voit bien que dans les deux cas, ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir plutôt, et c'est là que vous allez voir que je ramène évidemment comme d'habitude mes concepts un peu bateaux, si j'ose dire, oui, parce qu'ils servent peut-être à nager un peu sur l'océan des confusions, à défaut de naviguer sur le volcan comme Joseph Prudhomme, qui est le thème de la pluralité. Qu'est-ce que c'est que le thème de la pluralité? Soit c'est un thème qui n'a aucun intérêt, un thème bateau justement, soit c'est un thème qui a effectivement une pertinence, si vous voulez, par rapport à ce type de problème dont je parle, c'est-à-dire l'apparition au même niveau des problèmes politiques immédiats ou économiques immédiats et des problèmes je dirais, de détermination du rapport entre le sujet et le collectif, hein, fondamentalement. Quoi. Bon, c'est d'arriver, encore une fois, à être capable de poser une proposition, donc une métaphore qui compare. Et pour pouvoir comparer, il faut diviser. Pour diviser, il faut avoir un outil de transfixion symbolique qui permet de pouvoir séparer. Parce que sinon, encore une fois, l'imaginaire et le réel se mélangent. Il y a une confusion épouvantable, avec des peurs, des terreurs, des angoisses, etc. Comment on fait? On ne peut plus se passer de la notion de mondialité. C'est absurde, ça ne marchera pas. Donc il faut partir de la mondialité. Mais il faut la rediviser. Voilà, cette mondialité est un réel. Et bien ce réel, comme tous les réels, si on ne veut pas être foutu, dans l'expression sympa de Lacan, et ben, il faut le diviser. Il faut le diviser, hein, c'est-à-dire qu'il faut le séparer de l'imaginaire. Voilà. Et comment vous faites? Comment on fait? Problème, hein. Même à mon avis, il n'y a pas 36 solutions. Bien sûr, ça sera des illusions, je veux dire que ça sera des fictions, parce que la métaphore est toujours fictionnelle, même la métaphore mathématique, c'est fictionnel, ce sont des fictions. Il y a une fiction du formalisme, il y a une fiction... Bon, ça rassure certains de bien ranger les choses de façon extrêmement formelle, en évidant. Mais de toute façon, même si vous avez évidé tout pour garder que la forme elle-même, de toute façon, elle est quelque chose qui a sa propre pesanteur, sa propre entité, sa propre... etc. Et donc, par conséquent, vous ne parviendrez jamais, à ce que le formalisme puisse lui-même s'autodéfinir, etc. Enfin, on connaît bien ce qu'a pu apporter Gödel à la mathématique et à l'histoire même, je dirais, de la pensée formelle depuis le début du XXe siècle. Voilà, alors ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on refasse de la pluralité déjà mentale, c'est-à-dire déjà intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut être pas seulement intellectuel, mental au sens également, justement, que cette transfixion que va instituer un nouveau symbolique, si vous voulez, dans le réel, cette matérialité, encore une fois, du symbolique, il faut le fabriquer. Il faut le fabriquer. Et comment est-ce qu'on va fabriquer? On a les mots, on a les monuments, on a les territoires, on a les choses. On a des choses.
Il y a des choses dont on peut dire ceci est plutôt là, ceci est plutôt ici. Et puis à ce moment-là, tout de suite, ça met un peu d'ordre et ça met du calme. Et le malaise ne disparaît pas, mais il est moins consubstantiel, vous voyez, de l'imaginaire. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est que le réel, déjà, comment dire, bon, c'est déjà bien de le diviser. Oui. Si vous le divisez, c'est-à-dire que si vous dites, au lieu d'avoir un magma comme ça, vous avez déjà un affrontement entre le familier et le sociétal, que le familier et le sociétal doivent être plutôt mis à égalité plutôt que de dire l'un absorbe l'autre, parce que si l'un absorbe l'autre, vous avez de la confusion. On va pas dire, je sais pas, on va pas dire, comme disait René Cassin, l'humanité est une grande famille. C'est peut-être une grande famille, mais il y a des familles aussi qui ne sont pas grandes et elles n'en sont pas moins des familles. Ce qui veut dire que dans le mondial ou dans l'international, il n'y a pas que du familier. Il y a même plutôt le contraire. Vous voyez, et il faut en tenir compte, parce qu'il y a aussi quelque chose effectivement qui concerne le tous, le collectif global. Donc le collectif global et le familier, c'est deux choses qui doivent être mises à équivalentes. C'est pas du glocal ou du oui, ces horribles mots qui confondent tout. Il y a du familier qui fait du réseau aussi, mais qui est effectivement peut-être local parce que c'est des gens qui se connaissent et puis surtout qui naissent les uns des autres tout de même, hein, c'est important, mais il ne faut pas réduire au familial. Mais néanmoins, vous voyez, ça procède par approximation, par bon. Alors vous avez ça, et vous avez le sociétal qui effectivement s'occupe de ce qui est, je dirais, qui concerne tout le monde. Mais ce qui concerne tout le monde aujourd'hui, il n'y a plus d'extériorité. Donc ça ne concerne plus que l'intérieur. Donc il faut faire attention à ce que ce global n'utilise pas toute son énergie pour écraser, vous voyez, le familier, c'est-à-dire ce qui est son antagonique réel. C'est pour ça que je dis qu'il faut les mettre au même niveau. Et là, vous avez deux planètes, la planète du familier et la planète du sociétal. Les deux se regardent, les deux composent, les deux négocient, les deux discutent. Mais il n'y en a pas un qui décide pour l'autre, parce que sinon c'est foutu. Et donc, vous les mettez à équivalence dans le mondial. Et à ce moment-là, le mondial, au lieu d'être une espèce de machin indistinct, devient un truc qui est une planète qui comporte, si vous voulez, des bandes, on va dire même territoriales, qui sont des bandes qui reflètent plutôt un aspect de l'humain plutôt qu'un autre. Vous voyez, on peut partir sur cette notion de familier, avec justement du local, avec vous voyez, des choses. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, à mon avis, ils doivent se recomposer en fonction de ça, et non pas, je dirais, assujettir tout le monde à leur interprétation, je dirais, purement justement formelle et abstraite et délocalisée du familier. Alors, le familier est une chose qui est extrêmement importante, c'est aussi noble que le... Évidemment, si on considère le familier comme un clocher qui est subordonné à une immense église, et puis que de toute façon, là, ce qui se passe, c'est pratiquement pas important. D'ailleurs, le curé, il aura droit à le curé de campagne aura droit à sa portion congrue, comme on disait, c'est-à-dire justement, en fait, qui est inconsistante, elle ne suffit pas. Hein. Mais derrière, il y a aussi les pauvres serfs qui sont là, dans leur petit coin, tués de la merde. C'est ça, deux pieds dans la merde, même les deux mains. Non, c'est pas du tout ça le local. Le local et le familier, c'est peut-être ce qu'il y a de plus haut dans l'humanité, c'est-à-dire le lien avec le temps, avec la temporalité, avec la personne et avec ce dont, vous voyez, c'est les filiations imaginaires, évidemment, vous voyez, qui font dans les deux sens, les filiations du côté de la mère, du côté du père, etc. Bref, tout ça, tout ce truc-là. Et c'est évidemment pour ça qu'il ne faut pas mettre le familier au service du sociétal. Et le sociétal n'a pas à définir à la place du familier ce qu'est le familier. Ils doivent composer ensemble. Alors, ils composent de quelle façon? Ils composent par, justement, moi je dirais, comment dire, c'est une première imaginarisation du réel, on pourrait dire, mais il y a une autre direction transversale qui est la façon dont l'imaginaire, justement, se déploie, soit du côté de l'artistique et du culturel, soit du côté, et en même temps du côté de ce qui serait plus formalisé, justement, ce qui serait plus précis, plus comment dire, injonctif, etc., qui serait du côté de la loi, de la règle, des principes, de la mesure, y compris des mesures techniques, d'ailleurs, qui ne sont pas si différentes que ça des mesures juridiques, parce que souvent, d'ailleurs, ce sont des mesures juridiques qui s'ignorent. Dans la mesure où elles s'imposent techniquement, on ne peut pas faire autrement, donc c'est une forme de loi naturalisée, mais c'est... Voilà. Donc vous avez comme ça cette chose-là, et puis vous avez encore une fois la transfixion de cette espèce de croix, qui n'est pas une croix chrétienne, qui est une croix, je dirais plutôt anthropologique, on va dire, vous voyez, où se croisent réellement les deux grandes dimensions, je dirais, des grands principes d'opposition imaginaire, de la grande métaphore, si vous voulez, et aussi, justement, des façons dont cet imaginaire va être, comment dire, parlé, c'est-à-dire va être, vous voyez, quels sont les éléments, justement,
d'organisation symbolique qui vont permettre d'en parler, avec justement cette différenciation qui se fait, avec d'un côté plutôt, qui va être du côté de la culture, et on pourrait dire le doux, l'identitaire, pas identitaire au sens identité fermée, au sens de ce qui vous renvoie à quelque chose qui serait au cœur du sujet, en tant que le sujet, comment dire, serait tout de même fasciné, et à juste titre, vous voyez, par la liberté, par le côté de la liberté que lui propose le collectif, mais qu'il est obligé de se proposer à lui-même, de manière à ce que le collectif n'empiète pas, vous voyez. Donc, et qui ouvre sur quelque chose de fou, mais qui est en même temps quelque chose de nécessaire, qui est la question de la liberté. C'est pour ça que c'est très très lié à la folie, bien sûr, mais c'est une folie particulière, c'est une folie liée à l'importance fondamentale à donner à la liberté du sujet. Vous voyez, voilà. Et puis de l'autre côté, au contraire, la règle, la loi, l'implication, la façon dont le sujet est mis en quelque sorte dans sa position d'assujettissement si vous voulez, au collectif. Vous voyez. Et effectivement, même dans cette relation-là, vous avez quelque chose qui est une transfiction, au sens où c'est traversé, si vous voulez, c'est traversé par quelque chose qui peut être accaparé par personne, là pour le coup, qui peut même pas être, on peut pas se spécialiser on peut se spécialiser dans la culture ou dans la justice, dans la règle ou dans la poésie, si vous voulez, mais on ne peut pas se spécialiser dans la production du symbolique qui va traverser tout ça. Vous voyez. Et à mon avis, la production, le symbolique qui va traverser tout ça, c'est quelque chose qui est sous une forme actualisée, quelque chose qui a toujours été là, enfin, qui est depuis très longtemps, parce qu'il ne faut pas croire que c'est un problème qui, dans le fond, est entièrement nouveau. Il se pose avec une acuité particulière avec la mondialité, vous voyez, qui nous place devant vraiment la... Bon, mais il faut, et c'est tout, il faut que la Matrix, elle accepte, vous voyez, qu'il y ait des humains tout de même, vous voyez. Et les humains, c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas dans la Matrix. Parce que les gens qui sont dans la Matrix, c'est comme des larves. C'est des gens qui sont dans le rêve en permanence, ils sont, comme ça, ils sont transformés en larves. Donc ils ont perdu leur humanité tout de même. Ils sont utilisés pour leur imaginaire, mais l'imaginaire, ça ne s'utilise pas, à un moment donné. Ou alors, Et il faut sortir de la Matrix. Or, qu'est-ce qui sort de la Matrix? Moi, je vous pose la question. Vous avez déjà essayé de sortir de la Matrix? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas dans la Matrix, là? Ouais, question, hein. Vous savez, c'est une question que je me pose à moi-même aussi. Hein. Est-ce que là, je suis dans la Matrix ou pas? J'ai un peu l'impression que j'ai sorti au moins la tête. Vous voyez. En tout cas, j'ai sorti les cordes vocales. C'est sûr que, vous voyez, je crois, parce que ça rend pas le même son hein, quand vous êtes dedans, quand vous êtes dehors. C'est pas pareil. Hein. C'est pas le même rythme cardiaque non plus. Je me souviens de mon fils quand il est né. Évidemment, j'avais été préposé au stéthoscope, posé sur le ventre de la maman, ou éventuellement sur la tête, je ne sais pas, ou sur le bébé, ce qu'il en sortait déjà, mais parce qu'il a été assez lent à sortir, il était tranquille, il regardait à droite à gauche, tout ça. Bon, enfin, ça c'est l'imaginaire, mais je veux dire par là que, bien sûr, quand on est, souvent on a encore un petit peu un voile sur les yeux. Mais il y avait cette tranquillité, moi, qui m'avait frappé, que le stéthoscope, il rendait finalement un son vous voyez, du rythme cardiaque du bébé, qui était presque le même avant, pendant et après. C'est-à-dire, au fond, une espèce de tranquillité dans voilà, la naissance au monde, une tranquillité. Voilà ce que je veux dire, c'est que, c'est une image, bien sûr, c'est-à-dire que, je dirais, voilà, rentrer dans un monde qui n'est plus matriciel, qui est un monde dans lequel on est dehors, il faut respirer, il fait froid, le monde n'a plus du tout la même consistance, plus du tout la même odeur, plus du tout les mêmes sons. Il a éventuellement quelques points de repère qui vont finir d'ailleurs par attirer justement l'enfant. Il y a l'odeur, il y a la chaleur de la mer, sentie de l'extérieur, etc. Et tout le monde est sorti. On est sorti. Alors évidemment qu'on rêve d'y rentrer, qu'on rêve de revenir, qu'on rêve d'être dedans, qu'on rêve, comme d'ailleurs nous présentent les frères Wachowski, qui eux-mêmes n'ont pas été indemnes visiblement de toute cette problématique longtemps après le film. Moi je crois que c'est, si vous voulez, étrangement, c'est peut-être plus rassurant justement de sortir que de rester dedans. En tout cas,
voyez, moi, je ne verrai pas, d'ailleurs, tous les efforts que fait Hollywood pour nous représenter à nouveau avec des injections d'argent, etc. L'aventure spatiale comme une aventure intéressante, je ne vois pas seulement ça comme la manipulation par les milliardaires, par HSBC, etc. Non, c'est la manipulation, mais il y a aussi autre chose dedans. Il y a quelque chose comme se représenter à nouveau le mythe de la séparation. C'est-à-dire, en fait, la forme moderne, actuelle, mondialisée, de la prohibition de l'inceste. C'est clair, non? C'est clair. Vous voyez. Donc c'est ça le symbolisme. La symbolisation, c'est ça. C'est ce qui permet de ne pas rester dans un monde indifférencié et de séparer les eaux, quoi. Voilà, de séparer. C'est ça. Et ce sont des vieilles mythologies. On n'est pas obligé de se les représenter à travers les formes anciennes de la mythologie. Mais le fait est, c'est qu'il y a une continuité. Vous voyez. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est particulièrement actuel, à cause précisément de cette espèce d'obnubilation par la bulle. L'obnubilation de la bulle nous oblige à re-réfléchir, si vous voulez, en termes de sortie de la bulle. Voilà. Et la sortie de la bulle, c'est tout de même, je vous assure, beaucoup moins angoissant que de rester dedans. Hein. Et d'ailleurs, je vais terminer là, voilà, en nous invitant, au fond, chacun à notre place, chacun à notre façon, en utilisant d'ailleurs toutes les techniques, ça, à créer à nouveau cette séparation. Alors, qui dit séparation, dit sevrage, dit difficulté. On transforme le malaise en difficulté. C'est pas tous les jours agréable de se séparer. La séparation elle-même, d'ailleurs, qui est jouée et très très souvent par les couples aujourd'hui, la séparation. Mais il y a un côté négatif, si vous voulez, aussi, je veux dire qu'on peut appeler le deuil. Dans certains cas, la séparation, c'est du deuil, mais toutes les séparations ne sont pas des deuils. Ou le sevrage n'est pas un deuil. Désolé, c'est pas un deuil, le sevrage, vous voyez. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Mais alors, dans la séparation, dans la mesure où la séparation est une espèce au contraire de repli sur l'entité purement individuelle, narcissique, ça pose plein de problèmes. Mais puis la séparation est toujours quelque chose justement, voilà, comment dire, un échec, une chose comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi la découverte. Je ne suis pas en train de prôner la séparation. Hein. Je veux dire simplement, il n'est pas évident que nous soyons obligés vous voyez, d'adhérer toujours à ce modèle de la bulle, que ce soit la bulle conjugale, la bulle vous voyez, comment dire, spatiale, la bulle terrestre, la bulle du milieu dans lequel on vit, tous bobos, mais justement, comme on ne voit pas tous bobos, les bobos ils sont entre eux, puis ça entre eux, puis ça. La bulle, elle est partout. Donc moi, je suis plutôt là pour faire exploser les bulles, quoi, vous voyez, et puis pour effectivement en sortir. Sortez de l'œuf, sortons de l'œuf, allez. Bon. Et c'est jamais trop tard. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie. Et puis, à bientôt. Vous pouvez envoyer des commentaires, ça serait pas mal. Ou alors sur mon site. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires sur mon site à propos de ce film ou d'autres. Donc le site, c'est, quand je m'en souviens exactement, c'est géoanthropologie avec un Y, et géo, tout collé, géoanthropologie.com, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Et à bientôt.